Si vous aussi, vous vous êtes déjà demandé si on mangeait des salades César en Rome antique ou s'il fallait porter une toge près du corps pour être stylé sur le forum, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur C'est quoi cette histoire ? Je m'appelle Caroline et je vous emmène avec moi à découvrir la vie quotidienne en Rome antique. Mais pour ce faire, je ne suis pas toute seule et tant mieux pour vous parce que à part vous décliner Rosae et vous dire si Scripps c'est une bonne ou une mauvaise situation, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Heureusement, nous pouvons compter sur notre experte en Rome antique qui mène des heures de recherche intensive pour nous dénicher des anecdotes croustillantes sur le quotidien des Romains et des Romaines. Salut Noémie. Salut Caroline. Dis-moi Noémie, quel est ton secret pour être aussi radieuse ? Alors je n'en ai pas qu'un seul, mais comme tu viens de le dire, c'est un secret, donc je préfère ne pas te le dévoiler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est chippie celle-là. Bon, tant pis pour nous. Si tu veux rien nous dire sur ta routine beauté, tu vas au moins nous dévoiler celle des Romains et des Romaines. De l'hygiène bucco-dentaire à l'épilation en passant par les cosmétiques. Aujourd'hui, on s'invite dans leur salle de bain. Alors prenez des notes, ça peut toujours servir. Enfin du moins, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, avant de se lancer dans le vif du sujet et pour susciter notre curiosité, Noémie, est-ce que tu as trouvé dans tes recherches des secrets de beauté un peu gore du style à base de bave de crapaud, d'urine de volaille ou je ne sais pas. Est-ce que tu as trouvé tout ça dans tes recherches ? Alors je pense que tu t'y attends puisque depuis le début de ce podcast, il y a toujours eu des petites surprises un peu gore ou un peu inattendues. Donc effectivement, tu ne seras pas déçu non plus aujourd'hui, mais je n'en dis pas plus parce que je le garde pour tout à l'heure. Je suis impatiente de voir tout ça. Est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps le soin que les Romains et les Romaines accordaient à l'hygiène ? Est-ce que pour eux c'était important l'hygiène ? Alors effectivement, les Romains ont une conception de l'hygiène qui est assez proche de la nôtre aujourd'hui. Donc l'hygiène avec sa fonction, pardon pour la répétition, mais hygiénique dans le sens se laver tout simplement, être propre. Mais cette hygiène est également considérée comme ayant une fonction... d'un moment de plaisir, d'un moment de volupté, comme nous aujourd'hui dans notre salle de bain quand on se pomponne. Enfin, j'imagine que ça vous arrive aussi, hein, je ne dois pas être seule dans cette situation. Donc, les Romains consacrent effectivement pas mal de temps à leurs soins corporels, que ce soit par le biais de bains, de massages, de parfums, etc. Et ce soin apporté à leur apparence physique est avant tout un devoir. En fait, c'est une marque de leur caractère civilisé par opposition aux barbares. En fait, le Romain est civilisé, donc le Romain est propre, le Romain prend soin de son apparence. Puisque c'est par cette hygiène que l'être humain se différencie de l'animal, dans la philosophie des Romains en tout cas. Et donc ces soins du corps sont désignés par le terme latin cultus, que l'on retrouve nous dans la racine du mot culture, hein, donc c'est pas anodin non plus, par opposition à ce qui est sordidus, donc d'où vient notre mot français sordide, et qui désigne celui qui ne prend pas soin de son aspect et qui se laisse aller. Donc pour finir cette petite introduction au sujet, comme d'habitude je vous ai trouvé des citations qui illustrent un peu cette thématique. Donc je commencerai par Cicéron dans son De Officiis. Il faut en outre pratiquer une propreté qui ne soit pas importune ni trop recherchée, mais qui évite seulement un laisser-aller grossier. Et alors une citation un peu plus croustillante, ou en tout cas qui m'amuse beaucoup, qui est cette fois d'Ovide. « La forte odeur du bouc ne doit pas siéger sous vos aisselles et vos jambes ne doivent pas être hérissées de poils rudes. » Donc ces conceptions n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Effectivement, en tout cas je dois dire que ce Ovide me plaît de plus en plus. À chaque fois on le retrouve au cours des épisodes et il a toujours des petites citations pépites. Alors encore une fois, on remarque que les Romains étaient assez proches de nous, puisque eux aussi avaient des sortes de WC, ce qu'on pourrait peut-être appeler WC chez eux, pour faire leurs besoins. Oui, donc c'est ce qu'on appelle des latrines. Et donc effectivement, il existait deux types de latrines différentes. Des latrines privées dans des habitations d'un certain standing, si je puis dire, et des latrines publiques pour les habitants dont les logements n'étaient pas pourvus de latrines, justement. Et donc en général, dans ces latrines publiques, plusieurs latrines étaient disposées dans une même pièce. Donc sur des bancs, vous avez sûrement déjà vu des images ou des photos où par exemple, si vous êtes rendu à Pompéi, effectivement, on le voit tout de suite, c'est des alignements de trous dans des bancs en marbre ou en pierre. Et donc on s'assoit sur ces ouvertures, sur ces trous. Hein. En fait, la technique est la même que nos WC, hein, on n'a rien inventé.
Et l'ouverture se prolonge entre les jambes. Cette ouverture permet en fait de passer une éponge qui est fixée au bout d'un bâton, qui est appelé tersorium, et qui permet en fait de se laver après avoir fait ses besoins. Donc la fonction qu'occupe notre papier toilette aujourd'hui. Donc après avoir utilisé cette éponge, on va la rincer dans une rigole d'eau qui circule en fait au pied des personnes assises sur ces bancs et qui permet donc de laver cette éponge. Et on recommence autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'éponge soit propre, puisque c'est le but. Ce qui évite en fait d'être directement en contact avec ces déjections, puisque l'éponge joue lieu d'intermédiaire, hein, comme notre papier toilette aujourd'hui. Mais par contre, le désavantage de cette éponge est qu'elle est partagée par toutes les personnes qui utilisent les latrines. Donc voilà ta petite anecdote que tu demandais tout à l'heure. Donc effectivement, on le nettoie entre plusieurs utilisations, soit dans un seau d'eau et de sel ou de vinaigre. Mais bon, effectivement, je ne me verrai pas, autant je t'aime beaucoup Caroline, mais je ne me verrai pas partager mon papier toilette avec toi aujourd'hui. Effectivement, une étude a été menée sur ces latrines romaines en 2009 par Hobson, puisqu'on s'interroge régulièrement sur l'aspect véritablement hygiénique de ces latrines. Et les études parasitologiques qui ont été menées ne sont pas très optimistes sur la question, on s'en doute. Et à côté de ça, ces latrines éveillent aussi des questionnements sur la sociabilité, puisque le fait d'avoir des latrines collectives suppose qu'elles étaient liées en fait, à une perception sociale ou au monde social romain. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que de nos jours, être au petit coin, c'est un moment quand même assez intime. Enfin, je me vois mal faire des soirées popo, quoi. Donc, il n'y avait pas ce rapport du tout à l'intimité. Le fait de faire ses besoins, c'était pas du tout intime. Effectivement, il existait des toilettes individuelles dans les maisons plus riches, comme je le disais tout à l'heure, mais non, il n'y avait pas cette... Aujourd'hui, en fait, on est gêné par rapport au fait d'aller aux toilettes. On utilise plein d'expressions... qui contourne le terme, finalement. Et non, les latrines collectives étaient un lieu de passage, un lieu de sociabilité, où on continuait ces conversations. Par exemple, les conversations qu'on a pu entamer avec des pairs ou avec des personnes qu'on croise au terme, on va les prolonger. C'était vraiment un lieu d'échange, un lieu social, ce qui peut effectivement paraître surprenant aujourd'hui. On retrouve un petit peu ça à travers l'épisodier, alors que chez les femmes, c'est des espaces très clos, etc. Est-ce que tu as retrouvé des éléments dans tes recherches qui mentionnent si cette sociabilité aux latrines était purement masculine ou était également partagée du côté des femmes ? Alors, j'ai pas connaissance d'une différenciation, c'est pas impossible, mais à ma connaissance, il n'y a pas de différenciation, en tout cas dans la manière dont se présentent ces latrines, ces bancs avec des ouvertures, qui de toute façon se prêtent tout aussi bien aux femmes qu'aux hommes, puisque on le voit bien dans la forme que prennent nos WC aujourd'hui. J'y reviendrai juste après, mais lorsqu'on parlera des bains, on verra aussi que les bains sont différenciés pour les femmes, pour les hommes, ce qui de toute façon entraîne que dans les latrines, les sexes ne se mélangent pas. Donc j'imagine, en tout cas c'est une supposition personnelle, j'imagine qu'effectivement cet usage social des latrines se porte aux hommes comme aux femmes. Tu précises quand même que les hommes et les femmes, en tout cas, faisaient leurs besoins dans la même posture, c'est-à-dire une posture assise, c'est-à-dire que les hommes n'avaient pas pour l'habitude, en Rome antique, de faire leurs besoins debout. On a retrouvé des vestiges qui attestent de ça ? Des sortes d'urinoirs ? C'est quelque chose dont je n'ai pas connaissance aujourd'hui et qui est, je pense, assez difficile à prouver, puisque, bon, il pourrait y avoir eu des urinoirs que tu mentionnes aujourd'hui, mais par exemple, uriner debout en extérieur, par exemple, c'est difficile à attester 2000 ans après, donc c'est des choses dont je ne connais pas, en tout cas, l'existence ou non. En tout cas, ces latrines collectives étaient toutes sur le même modèle. Alors, on ne peut pas parler de l'hygiène des Romains sans parler des termes qu'on connaît tous, qu'on a tous vus en cours de latin, en cours ou pas d'ailleurs si on n'a pas fait latin, mais on a tous et toutes entendu parler des termes. Concrètement, quel genre de soins y faisait-on dans les termes ? Qu'est-ce qui se passait quand on était dans les termes ? Donc, comme pour les latrines tout à l'heure, il y a la distinction à faire entre les bains privés, donc qui prenaient place dans les domus, dans les maisons luxueuses, et les thermes publics. Donc, ces thermes publics se sont développés dans l'Empire romain à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Et à partir de l'empereur Hadrien, donc qui a régné entre 117 et 138 de notre ère, il y a la mise en place d'horaires d'ouverture différenciés entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que certains horaires étaient réservés à la fréquentation des thermes pour les hommes et puis d'autres horaires à celles pour les femmes, donc ils ne se croisaient pas. Sauf pour le cas des thermes doubles, donc qui existent par exemple à Pompéi et qui sont, comme leur nom l'indique, des thermes où toutes les pièces existent en double et certaines pièces sont réservées aux hommes et les autres aux femmes, et donc on n'a pas ce problème de la fréquentation mélangée des sexes. Donc sous l'Empire, les Romains se rendent au bain quotidiennement. Donc ils se rendent dans les thermes pour leur hygiène corporelle et pour les soins complets de leur corps, évidemment, puisqu'ils venaient y faire leur toilette finalement, puisque tout le monde n'avait pas de quoi le faire chez soi. On l'a déjà vu pour les latrines tout à l'heure, la question est la même pour les soins corporels. Mais les Romains se rendaient également aux thermes pour leur rôle social, puisque les thermes font vraiment partie de la vie urbaine, de la vie sociale. On vient y rencontrer ses amis, on vient y faire du sport, puisque les thermes disposaient d'une palestre, on vient y jouer à des jeux, on peut y pratiquer toutes sortes d'activités sociales. Donc les thermes se divisent en plusieurs sections. On commence par se rendre au vestiaire qui s'appelle l'apoditerium en latin, où on vient se changer, où on dispose de casiers pour stocker ses effets personnels, comme à la piscine aujourd'hui finalement. Et le parcours traditionnel, si je puis dire, d'un Romain ensuite traverse 3 bains différents, donc sans doute vous en avez déjà entendu parler. Ce concept en fait repose non pas sur la baignade comme nous nous baignerions aujourd'hui dans une piscine, mais plutôt sur l'exposition du corps à différentes températures de l'eau, puisque cette évolution à travers 3 températures de l'eau est basée sur les principes de médecine romaine. En effet, le chaud va dilater les peaux de la pore et permettre, selon les Romains encore une fois, d'évacuer des humeurs, tandis que le froid va plutôt resserrer les pores et rétablir la fonction protectrice de la peau en fait. Donc la première piscine à laquelle s'exposent les Romains est le tepidarium, donc comme son nom l'indique, l'eau tiède, dans laquelle les Romains peuvent circuler librement. Ils enchaînent ensuite avec le caldarium, qui est un bain chaud par immersion, et on termine ce parcours par le frigidarium, qui est un bain froid. Et donc ces bains tièdes puis chauds sont évidemment chauffés, comme leur nom l'indique. Et donc comment sont-ils chauffés ? Par un système par hypocauste, qui est donc un système de chauffage par le sol. C'est-à-dire qu'une sorte de chaudière, en fait un feu est allumé et la chaleur va se répartir en dessous du sol des thermes. Et parfois, entre le bain tiède et le bain chaud, on peut se rendre dans une salle tiède sèche qui va purifier le corps par transpiration, donc une sorte de sauna en fait. Parallèlement à ces bains, donc dans le complexe que forment les thermes, on peut, comme je le disais, trouver des zones qui sont dédiées à la pratique sportive véritablement. Donc je mentionnais la palestre qui est une cour entourée de portiques, qui peut faire penser à une sorte de stade en fait, où on venait pour faire du sport. Et également une véritable piscine au sens où on l'entend aujourd'hui, donc la natatio, qui servait aux exercices de natation. Donc ces 2 espaces étaient contigus et servaient vraiment à pratiquer du sport et donc pas seulement à exposer son corps à différentes températures. Donc les bains des thermes à proprement parler ne sont pas dédiés à la pratique sportive. Les Romains n'utilisaient pas de savon pour se laver, bien que le savon soit déjà connu à cette époque. Donc pour se nettoyer la peau, on transpirait, donc d'où la nécessité d'avoir un complexe sportif à proximité. Après avoir beaucoup transpiré, on venait se racler la peau avec un strigile. Donc ce qu'on appelle un strigile, c'est une sorte de racloir courbe, principalement en métal, mais également dans d'autres matériaux. Et on venait se le racler sur la peau, donc pour enlever tous les déchets, j'allais dire, toutes les impuretés. Et on finissait par s'enduire la peau avec de l'huile parfumée. Est-ce que tu sais en moyenne combien de fois par semaine les Romains et les Romaines allaient aux thermes ? Alors en général, les Romains se rendaient aux thermes tous les jours. Donc c'était vraiment une pratique sociale qui était ancrée dans le calendrier, en fait, si je puis dire, dans le calendrier, dans le déroulé de la journée d'un Romain et qui avait ses activités, que sais-je, politiques, etc. Et puis qui se rendait ensuite au terme pour son hygiène, mais également pour sociabiliser, puisque ça fait pleinement partie de cette vie
à la fois politique, à la fois sociale. Alors évidemment, toutes les tranches sociales ne sont pas non plus incluses dans ce système-là, hein, puisque par exemple, les plus pauvres de la société ne peuvent pas forcément s'y rendre, mais c'est quelque chose qui est très ancré dans le déroulement journalier d'un romain. Oui, puis si c'est journalier, ça nécessite aussi du temps là, de faire tout ce processus. On y passe quoi au terme 1 heure, 2 heures quoi. C'est quand même assez long. Ah oui, effectivement, ça prend pas mal de temps. Je ne saurais pas te dire exactement combien de temps, et je pense même que de toute façon, d'une personne à l'autre, c'est sans doute variable aussi. Mais rien que le temps de traverser ces 3 bains, d'aller faire de la pratique sportive, on pouvait aussi avoir accès à des salles pour être massé, par exemple, des choses comme ça. Effectivement, ça prend pas mal de temps. Après qu'on vienne plus me critiquer parce que je passe 2 heures en salle de bain, parce que c'est quand même beaucoup moins qu'un romain. Bon, passons. Alors donc on l'aura compris, c'est quand même important pour les Romains et les Romaines d'avoir une bonne hygiène. Mais qu'en est-il de l'hygiène bucco-dentaire ? Est-ce qu'il les a accordé un soin tout particulier ? L'hygiène bucco-dentaire est effectivement importante, hein. On apprécie les dents blanches, ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc pour te faire plaisir, je vais te citer à nouveau ton cher Ovide, qui a également écrit sur l'hygiène bucco-dentaire. Comme tu le dis, il est partout. Donc voici ce qu'Ovide écrit. Celle qui a l'haleine forte doit ne jamais parler à jeun et se tenir toujours à distance de l'homme qui l'écoute. Celle qui a les dents noires, et c'est ce passage qui nous intéresse, ou trop longues ou mal rangées, peut en riant se faire beaucoup de tort. Donc effectivement, c'est tourné d'une manière assez pompeuse, si je puis dire, mais on comprend l'importance qui est accordée aux dents, en fait, même dans la vie sociale, hein. Donc pour atteindre cette blancheur et la solidité des dents, puisque évidemment c'est aussi important de ne pas perdre ses dents, les Romains utilisent des eaux et des poudres diverses, voire, deuxième petite anecdote qui va te plaire, de l'urine. Je savais qu'on allait aborder l'urine, j'en étais sûre. Voilà, donc pour ton plus grand plaisir. Et un auteur qui s'appelle donc Scribonius Largus a énuméré plusieurs recettes dans son ouvrage. Et notamment, il détaille la fabrication d'un dentifrice qui rend les dents d'un blanc brillant et les fait bien tenir. Donc je cite. Alors, bon, personnellement, je trouve ça assez ambitieux puisque un dentifrice qui fait tenir les dents, si vous en connaissez un, je suis preneuse. Mais bon, soit. Et donc ce dentifrice est réalisé à partir de farine d'orge, de vinaigre, de miel brûlé, de sel minéral et d'huile de nard. Je ne saurais pas vous dire ce qu'est de l'huile de nard. Mais voilà. Et donc, à côté de ce dentifrice qui rend les dents blanches, il cite également un autre remède, la colle de menuisier bouillie dans de l'eau, qu'on rince en fait avec du vin, bouilli dans des écorces de grenade douce. Donc c'est tout un programme, hein. Je vous dis ça de manière pas très convaincue parce que je doute de cette efficacité, mais soit. Il mentionne également du lait de chèvre ou du fiel de taureau. Donc on est dans une thématique un peu animale, hein. Pour se laver les dents. Et donc pour rafraîchir la laine, il existe aussi certains petits tips, à savoir des pastilles de myrte, des baies de lierre ou encore des baies de myrrhe. Et pour les douleurs dentaires cette fois-ci, puisqu'évidemment l'hygiène n'était pas non plus parfaite, comme vous avez pu le comprendre, Pline l'Ancien conseille la cendre de corne de cerf. Et pour enlever les résidus, on peut utiliser, à la manière de nos cure-dents d'aujourd'hui, un dentiscalpium en métal, en os ou en bois, en fait, qui fonctionne vraiment comme un cure-dent pour venir gratouiller le bout de roast beef qui serait resté coincé entre vos dents, par exemple. Bon, ça, typiquement, c'est des secrets de beauté que je ne vais pas piquer. Je vais les laisser aux Romains. Ils sont très bien là où ils sont. Est-ce que les Romains et les Romaines avaient, cela dit, des dents gâtées ? Parce que j'ai vu une historienne, j'ai entendu l'interview d'une historienne que je ne pourrais pas ressourcer, je ne me rappelle pas. Mais elle disait qu'en fait, au Moyen-Âge, notamment, on a une vision très sombre du Moyen-Âge, là où, du coup, on a ce stéréotype qu'il n'y avait pas du tout d'hygiène au Moyen-Âge, ce qui n'est pas forcément le cas. Et en fait, cette historienne disait que au Moyen-Âge, ils n'avaient pas les dents tant gâtées que ça, puisqu'en fait, il n'y avait pas de sucre. Et elle disait que même une personne au Moyen-Âge avait peut-être même une meilleure dentition que nous, parce que c'est le sucre qui va venir apporter des caries, etc. Est-ce que ça veut dire aussi qu'en Rome antique, les Romains et les Romaines n'avaient pas forcément une si mauvaise dentition que ça ?
Alors oui, effectivement, si on s'imagine les Romains avec les dents toutes noires et des trous dans la dentition, on est quand même assez loin de ça. Enfin, dans le sens où c'est une vision assez cliché, comme tu le dis pour le Moyen-Âge, mais aussi pour les périodes... En fait, pour les périodes anciennes en général, hein, on pense que voilà, il n'y avait pas les produits qu'on utilise aujourd'hui. Mine de rien, il existait, et je vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait sur la médecine, il existait déjà des interventions possibles sur la dentition, par exemple, mais de manière plus générale, des interventions chirurgicales. Donc il y avait quand même des traitements possibles, même si moindres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est quand même très lié aux découvertes archéologiques qu'on va faire, puisque selon les types de sépultures qu'on va fouiller, effectivement, je dis n'importe quoi, mais par exemple, on va fouiller dans un quartier où on aura eu plus d'esclaves ou des choses comme ça, peut-être qu'on va plus tomber sur des squelettes avec des dents plus gâtées ou avec des problèmes de santé, mais ce qui peut aussi être lié à la condition sociale des gens, à l'âge à laquelle les gens sont décédés. Et en fait, on est quand même très dépendant des découvertes et de l'état de conservation des squelettes qu'on va retrouver. Donc, c'est aussi des choses qui sont basées sur les découvertes au goutte à goutte, finalement, j'allais dire. À travers la citation que tu nous as donnée d'Ovide, on peut en tout cas attester du fait de l'importance d'avoir un physique impeccable. Ovide est très intransigeant avec les dents imparfaites, pas très inclusif ce Ovide. Est-ce que les Romains et les Romaines avaient des soins pour soigner certaines imperfections sur leur peau, eux qui avaient l'air si soucieux d'une perfection absolue? Oui, il existait de nombreuses crèmes et des lotions différentes, alors qui étaient chacune destinées à lutter contre les rides, à atténuer ou à éliminer les boutons, les taches solaires, les taches de rousseur, etc. J'en passe. Les ingrédients utilisés pour ces types de produits sont principalement végétaux, donc également des produits végétaux qui peuvent surprendre aujourd'hui, par exemple des lentilles écrasées, de l'orge, du fenouil, le miel. On sait aujourd'hui encore que le miel est très bénéfique pour la peau, c'est pas une nouveauté. Mais également des ingrédients plus surprenants. Alors, qu'est-ce qui peut vous surprendre plus que l'urine, me diriez-vous ? Alors, je vais vous le dire tout de suite, le placenta, les cornes de cerf pilées, les coquilles d'huîtres broyées, l'urine de vache, etc., etc. Donc, très surprenant pour nous aujourd'hui. Et encore, que sait-on des crèmes qui sont produites industriellement ? Peut-être que vous y trouverez de l'urine de vache. Je ne veux pas vous encourager à vérifier, mais... Le nouveau sanitaire sanitaire révélé par Noémie en exclusivité. On n'est jamais trop prudent. Le fait est que ces ingrédients sont émulsionnés tous ensemble avec des huiles, du soufre, du vinaigre ou du basilic même. Et on va ajouter à ces mixtures des essences pour leur donner parfois une odeur, en fait, une odeur agréable, comme par exemple de l'essence de rose, de la myrrhe, qui va venir dissimuler l'odeur de l'ensemble, puisqu'évidemment, j'ai jamais senti de l'urine de vache, mais je ne suis pas sûre que ça soit particulièrement bien odorant. Et à nouveau, Pline l'Ancien a écrit sur ce sujet dans son Histoire naturelle, qui est vraiment une somme très, très précieuse pour ces sujets-là qui concernent la vie quotidienne des Romains. Et il y écrit notamment que les boutons du visage peuvent disparaître si on les frotte avec du beurre ou de la céruse, et que du beurre pur va aussi guérir toutes les affections serpigineuses de la face. Je ne sais pas ce que signifie serpigineuse, mais visiblement, il s'est bien renseigné. Il écrit également qu'on peut guérir les ulcères du visage en y frottant la poche d'une vache qui vient de mettre bas. Donc, note pour plus tard, toujours avoir une vache prête à mettre bas à disposition. Et ce genre de petites anecdotes assez rigolotes aujourd'hui, mais qui sont vraiment sérieuses dans son ouvrage, comme par exemple, on dit que la bouse de taureau donne du vermillon aux joues. Donc, mesdames, pas besoin de poudre, utilisez de la bouse de taureau. Ça, c'était quand même l'argument qu'il me fallait pour aller vivre à la campagne. Donc, si vous voulez avoir une belle peau, allez vivre à la campagne, adoptez tout un troupeau de vaches, de moutons ou je ne sais quoi, variez les plaisirs. Parlons à présent pilosité. Et oui, après avoir parlé des boutons, la pilosité. Dans la Rome antique, l'épilation était loin d'être une préoccupation uniquement féminine. Et ça, je peux vous dire que ça fait plaisir. Et oui, les messieurs aussi connaissaient leur quart d'heure de douleur, comme c'est jouissif. Alors, comment est-ce que les Romaines et les Romains s'épilaient ? Avec quel procédé, etc. Oui, comme tu dis, la pilosité est très dépréciée aux yeux des Romains. Rappelez-vous de la petite citation introductive de notre cher Ovide qui mentionnait que les jambes, notamment, ne doivent pas être hérissées de poils rudes. Donc ça en dit des jalons sur la mentalité. Les femmes peuvent se rendre dans des boutiques spécialisées pour se faire épiler le visage, les jambes, les bras, tout ce que vous voulez.
Et les esthéticiens, enfin en tout cas ce qu'on pourrait appeler esthéticiens antiques dans notre conception actuelle des choses, se servent d'outils divers et variés, donc des rasoirs, des pinces à épiler, qui s'appellent en latin forcipes aduncae, et même de semblants crèmes dépilatoires à base de pois dissoutes dans de l'huile. Donc on n'a rien inventé, encore une fois, c'est un peu le mot d'ordre de ce podcast. Ils venaient ensuite polir la peau avec une sorte de pierre ponce. Mais bon, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est un procédé qui est quand même un peu douloureux. Bon, mine de rien, effectivement, si on s'est déjà fait épiler, on sait aussi que c'est pas agréable de manière générale, de toute façon. Mais cette épilation féminine est quand même de manière générale considérée comme un soin qui doit précéder les relations sexuelles. Et donc c'est pour ça que côté féminin, c'est quand même plutôt soumis à la critique, puisque les femmes qui s'y soumettent sont quand même connotées sexuellement, que ce soit des prostituées ou des femmes légères, enfin voilà, ce genre d'idée-là. Et les hommes s'épilent également, comme tu le disais, le visage, mais aussi le corps, c'est pas seulement la barbe ou ce qu'on verrait aujourd'hui. Sous l'abri public, les hommes portent les cheveux courts, et il faut attendre d'avoir une véritable barbe pour se raser. Donc pas de barbe de 3 jours à l'époque. Dans leur 21e année, la cérémonie appelée Barbae Depositio marque l'entrée des hommes dans leur âge adulte. En fait, c'est vraiment une institution, une cérémonie. Et après cette cérémonie, les hommes doivent se raser vraiment de près. Donc l'image de l'homme imberbe qu'on a des Romains, c'est pas un mythe en fait. C'est vraiment quelque chose qui était considéré socialement. Et ne plus se raser, à l'inverse, est considéré comme une marque de deuil ou de chagrin. Puisque je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur la mort, il y a toute une période qui suit l'inhumation d'un défunt avec des codes sociaux, et notamment le fait de ne pas se raser pendant un certain nombre de jours fait partie de ce processus de deuil. Sous Néron, donc qui a régné entre 54 et 68 après Jésus-Christ, les soins capillaires n'ont plus de limite. Donc là, c'est vraiment la fête. On se fait des boucles avec des simili fer à friser, ce que l'empereur Néron lui-même faisait d'ailleurs. Je vous renvoie à des portraits qui existent de lui. On voit vraiment ces boucles factices, puisqu'elles sont faites à partir d'un fer à friser, qui se présente en fait comme une sorte de tige creuse de roseau dans laquelle on va glisser une autre tige, cette fois qui a été préchauffée dans de la cendre pour pouvoir tenir les boucles aujourd'hui. Et un peu plus tard, donc sous les Antonins, entre 96 et 192 après Jésus-Christ, les chevelures sont vraiment plus abondantes. On passe aux cheveux frisés, vraiment appréciés, et pas seulement par cet empereur Néron qu'on considère comme un peu fou, un peu déliré. Et les barbes fournies se répandent, donc elles sont plus uniquement destinées à la période de deuil, sur le modèle en fait des philosophes grecs qui a été importé à cette époque à Rome. Et c'est seulement à la moitié du IIe siècle de notre ère que les hommes vont revenir à des coupes vraiment courtes, sous l'impulsion des empereurs qu'on appelle militaires. Donc voilà pour ce petit panorama capillaire côté masculin. Et donc du côté des femmes, comment se coiffe-t-on ? Eh bien les matrones passent de nombreuses heures aux mains de leurs ornatrix. Donc les ornatrix sont les esclaves qui sont chargés de la coiffure des femmes. Elles portent leurs cheveux très longs avec des coiffures compliquées, et ces coiffures suivent vraiment des modes en fait selon la coiffure de l'impératrice, puisque l'impératrice est le modèle capillaire féminin par excellence, et donc d'une impératrice à l'autre, les coiffures vont évoluer, et donc toute la société romaine va suivre ces modèles de coiffure. C'est d'ailleurs un très bon élément de datation pour les historiens de l'art. Les coiffures féminines sont associées à des impératrices et permettent aujourd'hui de dater à une dizaine d'années près des portraits féminins selon qu'ils se rapportent à telle ou telle impératrice. Donc c'est très précieux aujourd'hui. Elles emploient également des fers à friser et parfois des éléments qui servent de décolorants et qui peuvent être très agressifs, mais dans le but d'éclairer leur chevelure. Et le savon donc, que je mentionnais tout à l'heure ne servait pas à se laver, mais plutôt à décolorer les cheveux en roux. Donc c'est un savon qui est d'invention gauloise et qui est fabriqué à partir de cendres de bois et de graisse. Et on pouvait aussi employer des teintures à base de brou de noix pour masquer les cheveux blancs, par exemple. Les cheveux blancs, c'est encore un grand sujet, et déjà dans l'Antiquité. Mais aussi des soins au vinaigre pour obtenir des beaux cheveux brillants. Et petit secret que je te cède, effectivement, j'utilise du vinaigre de cidre pour rendre les cheveux plus brillants. C'est cadeau.
Ça, c'est le genre de secret que je voulais avoir. Merci Noémie. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même dingue. À chaque fois, bon, vous l'aurez remarqué à travers plusieurs épisodes, mais là, on le voit encore. C'est qu'en fait, on n'a rien inventé. Et ce que je trouve un peu affligeant, c'est qu'il y a certaines idées reçues qui ont la peau dure, quoi. Ce que je veux dire, l'idée des cheveux blancs, l'idée des dents imparfaites, etc. Malheureusement, c'est encore la peau dure et on les retrouve déjà depuis la Rome antique. Ce qui est assez affligeant. Bon, maintenant qu'on est tout propre, passons au maquillage. Et oui, la Rome antique n'a pas attendu l'apparition de L'Oréal pour se maquiller. Alors, Noémie, dis-nous en plus sur la mise en beauté dans l'Antiquité. Est-ce que le contouring était déjà tendance ? Est-ce que l'impératrice faisait un contouring, vu que c'est elle qui influençait la mode ? Alors pour le contouring, je ne sais pas. Effectivement, comme les statues qu'on conserve aujourd'hui sont principalement blanches, elles sont pile en polychromie, c'est difficile à dire, mais effectivement, on a des cosmétiques de toutes sortes qui sont conservés dans des petits pots, des flacons en verre, enfin toute une panoplie de petits contenants très mignons d'ailleurs. Vous pouvez en voir dans pas mal de musées archéologiques. Et les femmes les plus riches ont à leur disposition des esclaves qui en fait sont là vraiment pour leur appliquer des crèmes, des produits de maquillage, des onguents. On les appelle d'ailleurs les cosmétae, donc le nom est assez compréhensible encore aujourd'hui, je trouve. Qu'est-ce qu'on utilise pour appliquer ces produits ? Eh bien, on utilise des spatules, des cuillères, des coupelles en toutes sortes de matériaux, que ce soit de l'os, de l'ivoire, de l'ambre. Et les maquillages ou soins vont se présenter soit sous forme liquide, soit sous forme de pastilles qui vont être diluées au moment de leur utilisation. Alors, sous l'Empire romain, l'importance du teint est vraiment primordiale. C'est-à-dire que plus la peau est claire, mieux ce sera vu, en fait, socialement, puisque la clarté du teint est le propre d'une femme qui ne s'expose pas au soleil, et donc, par extension, qui ne travaille pas, en fait, tout simplement, ou en tout cas, qui ne travaille pas dans les champs, dehors, et non, le teint est resté bien clair. Donc, il existe des petits tips à nouveau pour passer outre cette blancheur, pour justement atteindre cette blancheur du teint sans rester cloîtré dans sa chambre à longueur de journée. À nouveau par notre cher Ovide dans son ouvrage Les Cosmétiques, qui écrit « Apprenez comment vous pourrez, au sortir du sommeil, donner de l'éclat à la blancheur de votre teint ». Alors c'est très vendeur comme formulation. Donc quels sont ces tips ? Eh bien, il faut d'abord dépouiller de sa paille et de son enveloppe l'orge que nos vaisseaux apportent des champs de la Libye. Donc, c'est quand même des produits qui sont importés de loin. On prend cette orge, on la fait détremper dans de l'œuf. Donc là, les choses commencent à se gâter. Il faut faire ça dans sa cuisine, visiblement. On laisse sécher et on le fait broyer par une ânesse sous une meule rocailleuse. On prend ensuite de la corne de cerf qu'on va piler, qu'on va mélanger à ce mélange, et on y ajoute une douzaine d'oignons de narcisse dépouillés de leur écorce, qu'une main vigoureuse écrasera dans un mortier de marbre. C'est très emphatique comme formulation. Et donc il termine ce petit paragraphe, dont je vous épargne une partie parce que c'est très long, par « Toute femme qui appliquera ce cosmétique sur sa figure la rendra plus polie, plus brillante que son propre miroir ». C'est très vendeur, je suggère cette phrase à des agences marketing pour des futurs produits. Donc, comment est-ce qu'on se blanchit artificiellement le teint ? On peut utiliser du blanc de craie ou du blanc de plomb, dont les composants sont très toxiques. On sait aujourd'hui que le plomb est vraiment pas bon pour la santé du tout. Et malheureusement, c'est des effets néfastes qu'on connaissait déjà durant l'Antiquité, puisque un médecin romain, Galien, a raconté que lors d'un banquet, les femmes qui s'étaient blanchies le visage avec ce blanc de plomb ont dû se laver le visage à l'eau et que leur peau en dessous était rougie et attaquée par ce plomb. Donc c'est des effets qui étaient quand même déjà connus, mais bon, il faut souffrir pour être belle, dit-on. En dehors de ce teint blanc, le fardage romain consiste aussi à noircir ses sourcils au noir de charbon ou à la galène, qui est un oxyde de plomb, à se teinter les joues de rose ou de rouge. Et on a trouvé notamment à Trèves un petit flacon en verre dont il reste des résidus en fait de ce mélange rose, et donc qui montre bien qu'effectivement ces composants étaient utilisés pour la mise en beauté des femmes. On a aussi trouvé des traces de fard à paupières bleu, vert, donc des couleurs qu'on connaît aussi aujourd'hui, et pas seulement des couleurs fades, en fait, j'allais dire. Et les lèvres peuvent être teintées de rouge. Donc finalement, on retrouve grosso modo les typologies de produits qu'on peut aussi utiliser, nous, aujourd'hui, sur nos palettes de maquillage.
Donc peut-être, pourquoi pas, le contouri, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Et pour terminer cette mise en beauté, on peut avoir recours à des huiles et des onguents parfumés. Donc les odeurs qui sont très en vogue sous l'Empire romain sont celles qui sont très épicées, donc de l'encens, de la myrrhe, mais on peut aussi avoir des odeurs plus fleuries comme de la rose, de l'iris, et des odeurs animales. On revient toujours à nos animaux, comme du musc par exemple, ou de l'ambre gris. On va venir parfumer ses cheveux, son visage, son corps, enfin toutes les parties qu'on souhaite véritablement. Et cet usage de cosmétiques a vraiment un rôle social. On revient toujours au rôle social, notamment dans ce sujet de l'hygiène et de la mise en beauté. Mais même les femmes les plus modestes peuvent se maquiller si elles le souhaitent en utilisant des matières qui seront moins coûteuses, par exemple du coquelicot plutôt que du safran pour la couleur rouge. Et certains produits sont encore utilisés aujourd'hui. Par exemple, le kohl, c'est pas une invention récente, c'était déjà utilisé à l'époque romaine. Et aujourd'hui, on sait par contre qu'un certain nombre de composants sont allergisants, voire cancérigènes, ce qui n'était pas le cas, ou en tout cas ce qui n'était pas su à l'époque romaine. Est-ce que cette mise en beauté est exclusivement réservée aux femmes ? Par exemple, quand on regarde des péplums, on peut voir que les acteurs qui interprètent des romans ont du crayon noir dans les yeux. Est-ce que c'est véridique, c'est attesté au niveau de l'histoire, ou est-ce que le maquillage était quand même réservé aux femmes et c'était plutôt mal perçu, comme ça l'est encore aujourd'hui, de nos jours, pour un homme, c'est pas interprété de nos jours comme un symbole de virilité. Est-ce que c'était le cas aussi en Rome antique ? Alors, à savoir que effectivement, les péplums sont amusants à regarder, mais sont toujours un peu dans l'exagération et sont pas forcément très fiables d'un point de vue historique. Alors, en ce qui concerne le maquillage masculin, je ne sais pas véritablement en fait. Le seul exemple que je puisse citer, mais qui est un peu, qui sort un peu du lot, j'allais dire, c'est l'empereur Néron, dont je parlais tout à l'heure, qui se faisait friser les cheveux, mais qui se faisait aussi maquiller. Mais bon, l'empereur Néron est quand même connu pour être assez extravagant. Il a eu un règne qui était assez compliqué. Il a été, après sa mort, il a fait l'objet d'une tentative de ce qu'on appelle la damnatio memoriae, qui consiste en fait à l'effacer de l'histoire, à l'effacer de la mémoire des gens. Justement par son règne qui a été un peu chaotique. Il aimait beaucoup l'art, il aimait beaucoup le théâtre, donc il jouait lui-même, il chantait, il faisait de la musique. Donc, bon, il se faisait effectivement maquiller par moments, il se faisait bien friser les cheveux, etc. Mais est-ce que ça participe du personnage qui se construit ou est-ce que c'est une pratique qui est vraiment récurrente ? Je ne saurais pas te dire actuellement. Mais peut-être que s'il le mentionne dans les textes, s'il trouve bien de le mentionner, c'est peut-être parce que c'était interprété comme de la frivolité et que c'était pas quelque chose qui était habituel pour les hommes dans cette époque-là, et lui pouvait se le permettre parce qu'il était empereur. Oui, c'est bien possible, effectivement, mais je pense que c'est des choses qui doivent pouvoir se trouver aussi dans des textes plus spécialisés et qui peut faire l'objet d'une prochaine recherche sur le sujet, effectivement. Finalement, les Romains étaient très hygiéniques et quelque peu coquets même, quand même, on peut le dire. Et oui, on peut le dire, contrairement aux idées reçues qu'on a sur les civilisations antiques, sur l'hygiène, tu le disais pour le Moyen-Âge, mais ça se prête aussi pour les périodes antiques, les Romains ont un grand sens de l'hygiène et de l'esthétique, puisque les deux se complètent, dont nous avons d'ailleurs hérité certains aspects aujourd'hui, par exemple sur tout ce qui concerne la cosmétique, la mise en beauté. Les termes sont aussi une innovation absolument fondamentale qui a marqué l'histoire architecturale, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs intéressant, je trouve, de constater que cette pratique existe toujours. Et je pense par exemple dans certaines populations, et je pense par exemple à la ville de Budapest, qui est particulièrement connue pour ces termes. Et dans cette ville, 130 sources sont encore exploitées pour ces besoins-là. Et effectivement, on y retrouve des véritables institutions où si tu cherches à aller dans des termes un jour, je t'invite à t'y rendre, puisqu'effectivement, on peut suivre ce parcours dans le terme. On a accès à des saunas, à des bains à des températures différentes. Donc c'est quelque chose qui est encore tout à fait prégnant dans cette société.
Et c'est déjà la fin malheureusement de cet épisode, c'est encore très très intéressant. Vous pouvez retrouver en description toutes les sources que Noémie a exploitées pour enrichir cet épisode. N'hésitez pas à les consulter. En plus, si vous voulez enrichir tout ce qui concerne l'hygiène, les secrets de beauté, et bien pour votre connaissance personnelle ou pour vos exposés, puisqu'on a vu que certaines personnes d'entre vous utilisaient nos podcasts pour établir leur exposé. Donc n'hésitez pas à les consulter. Nous, on vous retrouve très vite pour un autre épisode. On espère que celui-ci vous a plu. Merci Noémie pour toutes ces informations et je te dis à très vite. À très bientôt. À bientôt sur C'est quoi cette histoire ?